3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Valentine Hainouz est avec nous, responsable de la stratégie Fixed Income chez Amundi Investment Institute. Bonsoir Valentine. Bonsoir. Nicolas Forest est également à nos côtés, le directeur des investissements de Candriam. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Grégoire. Et Émeric Didet qui nous accompagne, le directeur de la gestion de Pergame. Bonsoir Émeric. Bonsoir Grégoire. Bon, est-ce qu'on a raison de dire que les marchés actions sont insensibles aux nouvelles ou aux dernières menaces tarifaires de Donald Trump, ou est-ce que simplement les marchés actions sont occupés à autre chose, Émeric? Ils sont redevenus insensibles. Ils sont redevenus c'est ça insensibles. qui est assez intéressant, c'est que premier mandat de Trump, il s'est passé un peu la même chose. Au bout d'un moment, Trump, il perd un peu de sa crédibilité quelque part dans la capacité à être toujours Monsieur Plus. Et donc au final, on sent quand même une envie, à chaque fois qu'il donne un nouveau taux de tarif avec un pays ou une matière première ou autre, à chaque fois, on rentre quand même à la table des négociations, on revient en arrière et on retrouve quand même, pas forcément une issue favorable, mais une issue. Ouais. Et donc, on enlève de l'incertitude et donc on repart de l'avant. Et donc, à chaque fois, c'est ce scénario-là quand même qui prévaut. Donc, au moment où on arrive un peu aux échéances, puisque c'est le cas aujourd'hui, notamment avec l'Europe ou avec d'autres pays, ça semble quand même un objectif pour un peu tout le monde de trouver des solutions, trouver des terrains d'entente, avoir toujours des arguments les uns et les autres pour se mettre d'accord, mais trouver une issue. Et c'est ça qui est important. À la limite qu'on ait évidemment un peu plus de tarifs, un peu beaucoup plus quand même. Mais oui. C'est sûr. Oui. Mais en face, on va trouver des solutions et au final, ça va être la grande question, c'est quels sont les secteurs qui vont être les plus pénalisés, mais qu'est-ce que ça va donner au niveau économique? Quels sont les atouts qu'ont chaque secteur et peuvent, pas forcément profiter, mais en tout cas se défendre au maximum par rapport à l'impact que ça va avoir sur les chiffres des entreprises. Et c'est ça aujourd'hui que les investisseurs évaluent de plus en plus finement et finalement ajustent leur modèle pour trouver les moins perdants de demain. Et c'est un peu là-dedans qu'on s'achemine aujourd'hui. Les marchés nous disent quand même, avec le tel rebond qu'on a eu en Europe, que ça sera peut-être pas si dramatique que ça, que l'Europe a quand même quelques arguments à faire valoir, bien sûr. donc ne pas l'oublier quand même, et que au final, je ne vais pas dire que ça va être une opportunité pour l'Europe, même si au final, en théorie, c'est une opportunité exceptionnelle pour l'Europe de montrer sa capacité à générer de la croissance, à générer de la puissance économique, tout en mettant en face un peu de quelques sujets en balance, comme l'armement et la défense, pourquoi pas, mais au final, ça devrait quand même trouver des solutions et donc enlever de l'incertitude pour les marchés, ce que les marchés adorent et valorisent aujourd'hui. C'est intéressant d'ailleurs la communication de Delta Airlines. On verra, évidemment, ce n'est pas une communication d'entreprise qui va faire la tendance de ces résultats du deuxième trimestre, mais l'idée, c'est quand même que le groupe retrouve de la visibilité. Alors, ils ne sont pas soumis aux tarifs douaniers, bien sûr, mais retrouve de la visibilité. Et le groupe est capable de redonner une guidance sur l'ensemble de l'année, ce qui n'avait pas été le cas au premier trimestre, comme pour bon nombre d'entreprises qui publiaient. Je n'ai plus le ratio, le volume en tête, mais le nombre d'entreprises qui n'avaient pas pu produire de guidance était quand même un nombre très élevé. Et on est exactement dans ce cas-là. On enlève de l'incertitude, on donne de la visibilité. C'est tout ce que les investisseurs adorent. Historiquement, à chaque fois qu'on enlève de l'incertitude dans les marchés, ça permet au marché de se libérer et d'imaginer une suite favorable. Suite favorable, ça veut dire croissance des marchés actions, revalorisation, donc du coup hausse des marchés pour les investisseurs. Et c'est ça qu'aujourd'hui met en avant les marchés, surtout qu'on arrive à un moment économique où justement il y a plein de données qui font que les États-Unis pour le moment, face à cette incertitude, n'ont pas baissé les taux. Parce que Powell, pour le moment, il a été très clair sur le sujet. On a beaucoup de problématiques, d'incertitudes, ça peut générer de l'inflation. On ne baisse pas les taux. La meilleure chose à faire est de ne rien faire. On enlève les incertitudes, on essaie d'y voir un petit peu plus clair, on arrive proche des échéances. On peut avoir en face un peu d'assouplissement, un peu de soutien de la part des banquiers centraux et notamment de la Réserve fédérale. Si les marchés, les entreprises retrouvent de la visibilité, la Réserve fédérale américaine aussi doit pouvoir retrouver un peu de visibilité. Exactement. Ce ne sera peut-être pas forcément pour ce mois-ci ou pour ce trimestre, mais en tout cas, on aura peut-être plus de visibilité également dans le message de la Fed. Comme à chaque fois, on va attendre Jackson Hole avec impatience fin août pour donner le tempo effectivement de l'ambiance. Mais Jackson Hole, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de vraies grandes nouvelles. Ouais. Ça a été il y a quelques années, évidemment. Cette année. On s'en souvient tous, mais
Mais là, ces dernières années, pour le moment, ça a été un peu des non-events. Donc Bon. on verra. Valentine, est-ce que le marché a raison de se montrer, de snobber presque d'une certaine manière les rodomontades de Donald Trump sur le plan tarifaire, en l'occurrence, aujourd'hui? Bah, le marché aujourd'hui commence à intégrer l'outil droit de douane de Donald Trump pour négocier un peu tout et n'importe ouais. quoi, des décisions politiques. Je ne suis pas. Sur le Brésil, c'est dingue. C'est Enfin, magnifique quand même. Je ne suis pas d'accord, je veux ça, hop, pas de problème, je monte les droits de douane et vous vous exécutez, c'est une arme. il n'y a c'est une aucune arme base de- légale. Enfin, je veux dire, là, on verra comment tout ça, ce que ça produit devant les tribunaux. Mais C'est amusant, enfin, Oui. c'est curieux, on va dire, Ouais. un outil de négociation. Donc là, c'est sûr qu'il y a peu de réaction, peu de crédibilité évidemment Ouais. donnée à cela par les marchés. Le marché ne peut pas Mais imaginer qu'il y aura 50% de tarifs sur le non, Brésil je au 1er pense août. pas, Ouais, ouais. non, je pense pas. Non, il n'imagine pas. Non, il l'imagine pas. en Factuellement, il l'occurrence. n'imagine pas. Ouais. Ce qui est intéressant aujourd'hui, pour expliquer ce soutien au marché, c'est déjà, on continue d'avoir une économie américaine relativement solide. C'est ça, quand même, un facteur de soutien. Alors, on parlait de cette incertitude, moi, la première, ce niveau d'incertitude qui va peser sur les ménages. Les ménages attendent une hausse de chômage. Ils s'attendent à avoir une détérioration sur le marché des actions. Les incertitudes aussi pour les entreprises qui devraient moins investir. Que nenni, jusqu'à présent, on continue d'avoir une économie américaine relativement bien solide. Et surtout, exactement, pour moi, une marge de manœuvre de soutien sur les marchés actions, c'est la marge de manœuvre que la Fed a pour baisser ses taux. Et donc ça, pour moi, tant qu'on est dans ce schéma-là, une économie américaine qui tient bien et un marché qui est confiant dans le fait que la Fed puisse baisser de façon régulière ses taux, mais c'est la combinaison. Et on peut avoir les deux. On peut avoir une économie américaine c'est qui ce qu'on tient a. bien et une Fed qui. Donc c'est le Goldilocks, Bah, quoi. c'est ce qu'on C'est a le- jusqu'à présent. Ouais, ouais. Des chiffres très corrects et un marché Ouais, ouais. qui anticipe un retour au taux neutre à 3,25. Donc on ne verra pas l'inflation des tarifs. Enfin, Alors, en tout cas, pour ce qui moi- retient la Fed aujourd'hui est quelque chose qui va quand même s'enlever, disparaître au fur et à mesure. Ce qui est très intéressant quand on regarde en détail les marchés de taux et les anticipations Ouais. d'inflation, on voit, et c'est à peu près nos attentes à toutes, et à peu près celles des économistes aussi, c'est que l'impact des tarifs sur l'inflation va être modéré et très transitoire. Donc tant qu'on reste dans cette situation-là, évidemment, on reste sur un scénario où la Fed peut baisser ses taux et un scénario très favorable aux actifs risqués et aux pontifications des courbes de taux. Mais si on bascule sur ce scénario, parce que l'impact de la politique de Trump sur l'économie américaine, il est quand même à venir. Oui, Voilà. on va être Là- encore à 2,5% de croissance peut-être au deuxième trimestre Voilà. Donc c'est un aux impact États-Unis, hein. qu'on va voir cet été, début septembre. On a une rentrée qui va être quand même bien solide. Ah ouais. Et donc, mais si on est sur si le scénario économique valide ces anticipations de marché des économistes sur le fait que l'impact sur l'inflation soit modéré et temporaire, on reste dans un scénario très très positif. Après, si on bascule sur le fait, pic d'inflation, et puis on redessine cette trajectoire d'anticipation de l'inflation, oui, ça c'est quelque chose qui pourrait... Le cuivre, c'est pas anodin quand même comme matière Non, c'est pas première. anodin, Alors dans le mais bon. CPI, ça pèsera peut-être pas beaucoup, Non, mais mais- bon, pour l'instant... Puis il y a acier, aussi- aluminium, le cuivre, ça Et le dollar- s'empile toujours et le dollar quand même. qui se quoi. déprécie Et le aussi. dollar, avec Et un le dollar qui se baisse. déprécie. Donc bon, tant qu'on reste dans ce scénario, pour moi, inflation, impact sur l'inflation modéré et transitoire, c'est quelque chose qui est positif pour les actifs risqués. Après, voir comment ces anticipations d'inflation vont se modifier courant août, courant septembre. Pour moi, ça c'est vraiment le point le L'enjeu de l'été, quoi. l'enjeu Ouais. pour les marchés actions, pour les marchés du crédit, le marché de taux aussi. Ouais, les marchés Parce que d'actifs ça veut risqués. dire quoi? Ça veut dire que les marchés revoient complètement leurs anticipations de baisse de taux. Nicolas, baisse du risque commercial, baisse du risque géopolitique aussi, peut-être, dans la séquence, hein. Il y a toujours un cessez-le-feu qui tient au Moyen-Orient pour l'instant. Et donc, regain de visibilité pour une partie du marché. Oui, alors, quand je vous écoute, avec tout le respect que Je j'ai, sens qu'il va nous gâcher l'ambiance. ouais, ben voilà. Moi qui suis plutôt constructif actuellement, mais je suis assez effaré. Le scénario est trop rose. Mais non, mais allez, moi je vois au moins une triple leçon de cet épisode et des 6 premiers mois de l'année. Premièrement, une leçon d'humilité. Je me mets en premier dessus. Mais ce qui est quand même très rigolo, c'est qu'avec quasiment les mêmes tarifs qu'il y a 3-4 mois, maintenant on dit « Oh, il n'y a plus d'incertitude ». Moi, je rigole doucement. Hein. On est à un niveau de tarif qu'on n'a jamais vu depuis 1930, Oui. 1940. S'il met tout en place Attendez, au 1er août, on est à 17,5%. 50%, 55% de tarifs contre la Chine, c'est rien. On est à 10%, les 10% sur l'Europe, c'est rien. On était à combien il y a juste 6 mois? Et potentiellement, on va aller à 20%.
Les tarifs contre le cuivre, c'est rien. Donc, moi, je dis d'abord leçon d'humilité. Parce qu'une grande partie des économistes prévoyaient la récession. Certains, d'ailleurs, en une semaine, ont prévu la récession, puis pas la récession, puis la récession, puis pas la récession. Non, mais c'est ça. Et aujourd'hui, maintenant que les marchés sont au top, on a l'impression de dire que tout va bien. Moi, je dis leçon d'humilité parce que la situation, même si aujourd'hui, elle est positive, pour moi, elle est en trompe-l'œil. Ah. Elle est en trompe-l'œil. Et il me semble qu'il y a énormément de bonnes nouvelles qu'on peut accueillir, comme évidemment la volatilité qui est basse, et il semble que le marché a l'air relativement peu inquiet des tarifs, qu'il y a la Big Beautiful Bill qui est passée. Il me semble quand même qu'il y a beaucoup de poussière qui est mise sous le tapis. Beaucoup. Je pense que le commerce mondial est en train d'être complètement bouleversé. C'est un niveau de tarif qu'on n'a jamais vu depuis 50 ans. Il me semble que le niveau de dette aux États-Unis, on va être un déficit de quoi 7, 8%, extrêmement préoccupant, avec des prolongations de baisse d'impôts. On ne sait pas comment ça sera financé. Donc à court terme, tout va bien. Mais je pense quand même beaucoup d'humilité. D'accord. C'est les marchés qui ont... Il y a une accumulation de choses quand même qui... Oui, et soyons clairs, la situation d'un point de vue tarif reste aujourd'hui Oui, extrêmement j'entends bien. préoccupante. Et sur le plan économique, nous, ce que nous observons, c'est plutôt des ralentissements au niveau de la consommation américaine et des ralentissements de l'investissement. Donc ça, c'est ma première leçon. La deuxième leçon, c'est quand même celle de la temporalité. C'est-à-dire que entre ce que dit Trump, effectivement, les gens disent on ne sait pas, etc. Et c'est très difficile. On va pas changer un scénario sur ce que dit Trump. Personne n'a sa psychologie. Mais néanmoins, la temporalité entre le moment de l'annonce et l'impact réel dans l'économie, on verra. Ouais. Je pense que ces montants de tarifs dont on parle, ça fait juste quelques mois qu'ils sont en application. Donc, l'impact, si les tarifs restent, cet impact va être durable. Hein. Idem dito sur la baisse du dollar. Donc, je pense quand même qu'on est dans un changement assez important avec Trump sur sa gouvernance, sur la politique commerciale, sur l'immigration. Et que même si aujourd'hui, à court terme, ça va, à long terme, on va voir la couleur. Et avec les mêmes impacts, on aura des conclusions peut-être différentes. Alors, il y a quand même des actifs qui price ça. Le dollar, vous l'avez dit. Peut-être que la volatilité obligataire est aussi le reflet de... Non, l'obligataire, regardez les taux. C'est calme. Non, mais c'est très calme. Ah bon, on est en territoire connu, oui. Oui, mais à part le dollar qui a baissé, pour le reste, tout le monde va bien, Madame la Marquise. Donc aujourd'hui, non, il n'y a pas vraiment je pense, de stress. Et voilà, vous avez raison de dire, les gens disent la Fed va baisser, mais quand même. Si elle ne baisse pas, on change de... Non, mais quand même si elle baisse avec... on parle de Scott Bessent qui pourrait être peut-être shadow et qui pourrait vite se succéder. Si on a un nouveau chairman qui baisse les taux parce que Trump dit qu'il baisse les taux, parce que les taux d'intérêt sont trop élevés pour payer le déficit, c'est quand même une configuration qui est assez inquiétante d'un point de vue crédibilité. Donc, temporalité. Regardons à long terme ce qui va se passer. On a reporté tous ces sujets-là et tous ces problèmes dans le temps. Exactement. Ils n'ont pas disparu pour autant. Exactement. Donc, ça ne nous empêche pas d'être positif à court terme. Ouais. Et troisième leçon, c'est une leçon de gestion. Pour moi, et une gestion, puisque nous sommes gestionnaires, ce que je vois, c'est que je pense que ce serait une mauvaise stratégie de décider votre stratégie sur base que dit Trump, sinon on change tout le temps. Je pense que la gestion fondamentale, elle est difficile, et donc il faut vraiment, typiquement ici, faire attention aux biais cognitifs et émotionnels. Nous, la gestion qui marche le mieux, c'est la gestion quant. Une gestion très diversifiée, quant, et sans trop de biais émotionnels. Voilà, émotionnels. Ouais. Et ça, je crois que c'est quand même la leçon, parce que les gestions de grosses convictions maintenant, enfin moi ça me va, hein, moi je suis positif sur les techs depuis 3 mois, donc ça me va très bien. J'aime bien les États-Unis. Je dirais quand même que les convictions qui disent aujourd'hui tout va bien, il n'y a pas d'incertitude, alors qu'on est à un niveau de tarif et une incertitude complète sur le commerce. Voilà. Désolé de gâcher un peu l'ambiance. Non, mais c'est intéressant. Les indices sont au top aussi du fait du retour de la tech et du retour des méga caps américaines. Il y a peut-être aussi une distinction à faire en regardant le marché avec la tech, les Mag 7 ou les Mag 6, si on enlève Tesla ou quelques autres, et le reste du marché. Sur ce retour de la tech, justement, Émeric, et Nvidia à 4 000 milliards de dollars, est-ce que ça en fait une valeur chère pour autant? C'est un peu la question qu'on se pose à chaque fois que Nvidia franchit de nouveaux paliers. Exactement, c'est jusqu'où ça va aller, jusqu'où on peut pricer les croissances à l'infini, notamment pour Nvidia. Ouais. Et là-dessus, autant sur la tech en général, nous, on a plutôt tendance à être constructif et positif depuis assez longtemps. Et on voit que même avec un impact dollar, on arrive à générer de la performance sur les tech US.
Ça a Donc, pris c'est quand même- 40-50%. Donc, Bah oui. voilà. Donc au final, autant le Nvidia, il y a un vrai sujet de valo, hein, parce que Ouais. la croissance à l'infini, avec le pricing power à l'infini, aujourd'hui, on voit bien que ça a ses limites. On voit bien les géants autres de la tech qui ont besoin de ces technologies dire on va essayer de trouver un peu des solutions alternatives. DeepSeek a montré que dans l'intelligence artificielle, on pouvait faire certaines choses avec moins de capacité, moins de besoin d'ultra performance. Et c'est là où aujourd'hui, nous, on a un peu plus de mal avec la valorisation d'NVIDIA. Mais aussi, je trouve que DeepSeek, c'est complètement passé. Ça appartient désormais au passé. C'est-à-dire que le choc, la révélation que la tech chinoise pouvait être équivalente, voire peut-être jouer au coude à coude avec la tech américaine. Bon, bah, quand on voit Nvidia aujourd'hui, on a l'impression que c'est plus un sujet pour les investisseurs. C'est plus un sujet d'inquiétude immédiat. En tout cas. Exactement, parce que pour le moment, les chiffres sont bons chez Ouais. Nvidia. Donc ça justifie, les carnets de commandes étaient pleins, c'est normal qu'ils délivrent. Maintenant, pour l'avenir, nous, c'est vrai qu'on aura plutôt tendance Je comprends. à sortir du dossier, ou en tout cas en avoir moins que par le Ouais. passé, pour aller plus diversifier dans la tech ou dans les softwares, sur lesquels il y a d'autres sujets, pour lesquels il y a plus de croissance, plus de visibilité dans la croissance de ce secteur-là, et qui peuvent justement prendre le relais de ces méga-tech qui commencent à être très chers et très bien valorisés. Donc il y a encore du potentiel sur ces sujets-là, et c'est ce qui fait qu'on est encore positif, parce que réellement, on a encore pour pas mal d'entreprises plus de 20% de croissance du chiffre d'affaires attendu sur des sociétés rentables, donc notamment dans cet univers, et c'est pour ça qu'on continue à être constructif par rapport à l'environnement. C'est vrai que je vous rejoins sur le fait que c'est de l'incertitude, tout ça, mais malheureusement, moi j'appelle ça encore un peu du bruit, parce que oui, on va avoir des tarifs, oui, ça va impacter certains secteurs plus que d'autres, mais si on s'intéresse, c'est comme la géopolitique, si on s'intéresse à essayer d'être collé à la géopolitique ou On fait rien. au bruit que Ouais. nous donne Donald Trump J'entends. aujourd'hui, on n'investit jamais, on passe à côté de tous les rebonds et on loupe toutes les hausses de marché. Nvidia et la tech en général et les grandes valeurs tech américaines sont encore celles qui produisent le plus de bénéfices et de croissance bénéficiaire, Exactement. comparé au S&P 493. Tout à fait. Les Max 7 génèrent une croissance bénéficiaire supérieure. Exactement, et quand on regarde justement le S&P 493 ou 13. 16, Ouais. il est en dessous de sa moyenne historique. Donc le marché américain n'est pas forcément extrêmement cher par rapport à ça. Il faut bien voir aussi que pour un investisseur américain qui investit à l'international, il fait une performance exceptionnelle avec le change. Donc c'est pas une mauvaise année pour le consommateur américain non plus. Valentine, je regardais. Alors, effectivement, il y a ces poches de marché. Alors, il y a Bitcoin aussi à 112 000 $, Nvidia à 4 000 milliards. Je ne sais pas si c'est c'est des marqueurs de l'ère du temps, on va dire. À côté de ça, là, je regardais des données sur des ETF sur le marché obligataire. Le fameux TLT de BlackRock, qui est l'ETF le plus tradé dans le monde obligataire, donc sur la dette à plus de 20 ans, vient de voir ses encours dépassés par des ETF de très courte maturité. Sur du 0,3 mois, je crois que les encours n'arrêtent pas de grossir encore aujourd'hui. Donc c'est le baromètre de la gestion passive. Mais est-ce que vous l'observez aussi? Et comment on explique qu'à la fois, on est Nvidia à 4 000 milliards de dollars, le Bitcoin à 112 000 dollars aujourd'hui, et une masse d'investisseurs qui se ruent sur du cash à court terme rémunéré à 4,20? Le fixed income, aujourd'hui, on a énormément de flux. Ouais. Les niveaux de rendement sont attractifs pour les investisseurs. Ouais. Même si on regarde les spreads. Mais entre le 0,3 mois et le 20 ans, finalement, les gens sont très contents avec du 0,3 mois, quoi. Sur le 0,3 mois, déjà, on est extrêmement bien, encore très bien rémunéré. Et puis après, sur les parties longues, aujourd'hui, nous, on est un peu plus prudent parce qu'on est dans cet environnement où on voit que les besoins de financement des gouvernements, et pour moi, ça, c'est quelque chose, c'est vraiment une histoire globale, sont en train d'augmenter de façon très significative. On voit qu'ils sont absolument pas revenus sur les niveaux qu'on avait avant le Covid. Ils augmentent parce qu'on a le vieillissement de la population, parce qu'on voit les besoins sur la défense qui augmentent, parce que la charge d'intérêt de la dette augmente aussi, et plus spécifiquement aux États-Unis, parce qu'il y a des baisses d'impôts. Donc on a des besoins de financement qui sont aujourd'hui impressionnants, dans un contexte où on a les banques centrales qui continuent de réduire leur bilan. Puis, pour l'instant, on ne l'a pas vu, mais il y a quand même structurellement des choses qui changent. On peut s'interroger sur l'appétit des investisseurs japonais à venir pour les actifs euros
et dollars quand on a un 10 ans à 1,5 au Japonais, Japon. oui, bien sûr. Donc, bien sûr. Donc on voit qu'il y a quand même aujourd'hui des équilibres, Ouais. déjà des besoins de financement qui vont rester élevés, des équilibres entre l'offre et la demande qui peuvent se modifier. Donc il faut être quand même, pour moi, être assez prudent sur cette partie longue. Surtout comme aux États-Unis, on peut également voir des sujets sur la gouvernance de l'État Bien sûr. américain et avec des investisseurs qui se disent, oula, dans ce contexte où on a une gouvernance un peu plus approximative, on va quand même demander un peu plus de rendement pour aller acheter. Mais l'histoire n'est pas des finie. La parties. reconstitution de ces primes de terme, la Pour moi, on est- stabilisation non. des courbes obligataires, c'est pas encore là pour tout de suite. Pour On a. moi, c'est le début. On est au début, C'est le en début. début d'une histoire. Ouais. Et ce qui pourrait limiter pour moi Trump dans sa volonté de demander à la Fed de baisser ses taux, c'est si les investisseurs sentent que la Fed n'est plus indépendante, eh bien, ça va faire des tensions sur les taux longs. Donc pour moi, il y aura pas forcément le rappel qu'aura Trump, ce sera celui du marché. Obligataire, Ouais. comme on l'a vu Pour les à UK, Liberation Day. ouais, Ouais, ou ouais. pour d'autres gouvernements. Et le UK, oui, effectivement, petite parenthèse, toujours intéressant. J'aime bien suivre le laboratoire Ah, britannique. c'est un oui, vrai laboratoire. ouais. Ça marche. Mais donc, 3 ans après le choc du mini-budget, là, c'est le mini-choc du Ah oui, oui, du oui. gros budget, je ne sais pas comment il faut le dire. Ça n'a pas duré très longtemps, Non, mais c'est des petits rappels à c'est un l'ordre. reminder ouais, qu'il faut... Ce sont des petits rappels à l'ordre Ah ouais. qu'on a. Nous, en Europe, on ne l'a pas encore, mais Non. il y a des petits rappels à l'ordre. Sur le... Nous, en Europe, on a de la chance d'être sur PIB Bah, de tout va l'Allemagne bien. à 63%. Oui. Donc, on a une D'ailleurs, marge de manœuvre. Hors France, tout va bien. Hors France, ouais. Bah oui. Marge de manœuvre Mais considérable c'est sur important, l'Allemagne. Oui, oui. Il faut le rappeler que l'Allemagne, c'est quand même une des seules économies développées qui ait de la marge de manœuvre budgétaire pour soutenir son économie. Hein. Ouais. Ce qui peut nous faire avoir un avis plus positif sur l'Europe. Hein. Ouais. Oui, sur stabilisation des marchés obligataires, est-ce qu'on y est ou pas du tout? Et puis la baisse du dollar, ça a été le marqueur des 6 premiers mois. Est-ce qu'il y a encore des... Parce qu'à un moment, il y a aussi des mécaniques de marché. J'imagine que toutes les grandes institutions financières, des fonds de pension, les grands assureurs, tout le monde a commencé au moins à se couvrir sur le dollar. Enfin, les couvertures... J'imagine qu'en partie, elles sont mises en place aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut, partant de là, continuer de faire baisser le dollar, Nicolas? Et sur les taux, hein, bien sûr. C'est Bon, alors, le fait d'être prudent sur le dollar, c'est maintenant consensuel. consensuel et enfin, sont touchés. Donc, la question qui se pose, si on regarde devant nous, c'est est-ce qu'on peut aller à 1,30 pour parler de l'euro-dollar? Il y a quand même des forces de rappel, vous avez raison. Néanmoins, quand même, cet épisode il est intéressant parce que jusqu'ici, on a vu finalement la dépréciation du dollar, mais on n'a pas vu un fort décalage des taux américains. Donc, il y a quand même eu des acheteurs de dette américaine à la fin, sans doute plutôt des domestiques, qui ont acheté la dette américaine. Est-ce que cet épisode lié au risque de hausse de taux et à la baisse du dollar est fini? Selon nous, non. Le risque est encore présent, vous l'avez mentionné. Le risque, comme je l'ai dit au début, pour moi, c'est plutôt une histoire de temporalité, un peu plus long terme. Qu'est-ce qui va nous inquiéter? Franchement, c'est le remplacement de Jay Powell. Ça, c'est quand même un vrai Sujet sérieux, quoi. Pour nous, c'est un sujet Pas très juste sérieux. le carnet du jour. Non, c'est pas le carnet du jour, c'est pas juste, c'est drôle, Trump remplace quelqu'un, il appelle monsieur trop tard. C'est pas juste drôle. Un président des États-Unis qui explicitement va nommer un nouveau responsable de la Fed pour qu'il baisse les taux, pas pour stimuler l'économie, baisser les taux parce que le niveau de déficit est trop élevé. Et comment le marché va faire les différences entre un mauvais banquier central nommé par Trump qui baissera les taux et un bon banquier central nommé par Trump qui, lui aussi, C'est le baissera bon et les le mauvais taux, chasseur, les deux Grégoire. baisseront les taux, de toute façon, Oui, Nicolas. les deux baisseront les taux. C'est dans sa capacité à montrer une forme d'indépendance vis-à-vis de l'administration américaine. C'est quand même un sujet sérieux. Ouais, ouais. Voilà. L'autre point, et qui a été dit, c'est que la situation, pourquoi elle est un peu préoccupante? On va quand même sur 7% de déficit aux États-Unis. Et certaines projections le voient aller jusqu'à 9. Hein. Et potentiellement jusqu'à 9. Et en 2026, c'est le même combat. Hein. Donc, à niveau général. Et pourquoi c'est préoccupant? C'est préoccupant parce que la charge de la dette, la charge d'intérêt, elle est très élevée. C'est le cas au Royaume-Uni, c'est le cas maintenant aux États-Unis. Donc, c'est un sujet sérieux. Et c'est vrai que, est-ce qu'on a envie d'acheter des obligations d'État américaines? Bon, bah non. Hein, quand on est investisseur européen, on n'a pas envie, on connaît, on l'a déjà dit. Quand on a le choix de ne pas le faire, Voilà. on n'a pas Pourquoi? envie de s'y Parce que précipiter. si vous hedgez, ça vous coûte cher. Et si vous hedgez pas, vous avez un risque de devise. Ouais. Et du côté de la devise, bon, alors le dollar ne sera pas mort. Je sais que vous avez dit que vous allez avoir monsieur Jean-Pierre Petit après. Donc, il va sans doute expliquer pourquoi il aime bien les États-Unis. Et effectivement, le dollar n'est pas mort. Il y a tout le débat sur la dédollarisation du monde. Vaste débat théoricien. Est-ce qu'on y est n'y est pas? Voilà, je ne veux pas lancer ce débat-là. On le verra. Mais quelque part, il y a quand même beaucoup d'investisseurs qui sont un peu piqués au vif et qui se disent, les investisseurs internationaux,
Est-ce que je reviens tout de suite sur les actifs américains? Bon. Nous, je ne pense pas qu'il faille enterrer tout de suite le Sur dollar. les actions, les flux sont en train de repartir. Les actions, les côté flux sont revenus. Mais Atlantique, qui a acheté le plus d'actions américaines après que Trump ait dit bye? Qui? Les retail et les entreprises. Les retail américains. Donc, le bilan de Trump, dont vous parlerez tout à l'heure, Ouais. il est très positif si vous êtes américain. Ouais. Et si vous êtes électeur Bien sûr. républicain, vous êtes content. Hein. Vous n'avez pas l'effet Bien du sûr. dollar. Par contre, pour l'investisseur européen, investir sur les obligations d'État américaines, non. Jouer le dollar, le rebond du dollar, pas vraiment. Et voilà, il faut suivre ça. C'est un risque. C'est un risque. Voilà. Pour moi, c'est plutôt un risque moyen terme que court terme. Il y a sans doute des forces de rappel. On le voit à court terme qui arrivent. On va pas refaire 10% de baisse comme ça. Enfin, toute chose égale par ailleurs. On va pas enquiller un nouveau semestre avec 10% de baisse du taux de change effectif du dollar. C'est pas notre scénario aujourd'hui, Ouais. mais c'est le risque. C'est un risque D'accord. qu'on suit avec. C'est un risque qu'on suit quand même avec attention. Nous, ce qui nous inquiète, c'est plutôt 2026, le remplacement de Powell, le déficit américain. Il nous semble que le déficit américain et le Big Beautiful Bill, elle donne finalement du soutien à l'économie. Elle est Donc c'est très positif. Elle est très déficitaire à court Ouais. terme. Et toutes les mauvaises nouvelles de baisse d'impôts, de baisse de dépenses, et tous les problèmes liés au financement de la dette, ils sont remis après les mi-termes. Donc, à mon avis, le réveil sera douloureux sur la dette américaine un jour. Sur le dollar, comment Oui, alors ça, c'est des discours qu'on peut. Non, mais ça peut durer longtemps. Est-ce que ça peut durer longtemps? J'en sais rien. Oui. Des discours alarmistes sur Non, le niveau d'endettement de certains États en Europe, c'est des discours on peut les dater. J'ai pas. Non, mais- c'est des discours mais- qui peuvent remonter à très loin dans le Non, temps. mais moi, j'étais là, je me Et, souviens. Mais oui. le seul truc, c'est que non, mais les États-Unis, c'est parfaitement solvable. Il suffit de monter les impôts. Oui. Voilà. Et ils ont de la place pour ça. Et ils ont de la place. Mais ça Mais sera une autre politiquement- administration. Ça sera un autre impact c'est sur les ça. marchés actions. Et les dépenses Valentine. c'est pour soutenir l'investissement Ouais. et c'est des réductions d'impôts. Donc ça va soutenir la Donc- croissance. Donc, Donc oui. 2026, ça peut être une année. Je le dis, ça peut être une année booming pour la croissance américaine. Dérégulation, Bah, c'est Big parce que je dis Beautiful non, Bill. booming, non, c'est- Non, mais moi, Voilà. je pose la question. Non, C'est- une croissance C'est pas ce qui est dans le soutien, marché oui. aujourd'hui. Non, mais la vraie incertitude, comme c'est une inquiétude qu'on partage, c'est l'impact de la politique de Trump, de cette Oui. politique de hausse de droits de douane. J'ai pas Pour de doute. l'instant, on l'a pas vu et on a quand même beaucoup de mal à la mesurer. Donc Ouais. voilà. Et les anti-actions sur les revenus des droits de douane sont quand même assez élevés dans le budget. C'est pas sûr qu'il y arrive. Mais après, il y a quand même une demande qui reste forte pour la dette américaine. Et après, petit bémol aussi, je trouve qu'il y a la Fed a de la marge de manœuvre pour baisser ses Ouais, taux. c'est ce que vous disiez. On est quand même, Au moins pour neutraliser. on est quand même sur aujourd'hui des taux qui sont assez restrictifs. Ouais. Si on regarde les taux de la Fed, ils sont 2% globalement au-dessus des niveaux d'inflation. Voilà, en Europe, on est au même niveau. Donc il y a de la marge de manœuvre pour baisser les taux. La Fed aujourd'hui ne baisse pas ses taux parce qu'elle s'inquiète comme nous et qu'elle n'a pas une vision Ouais. très claire de l'impact des tarifs sur l'inflation. Mais globalement, il y a de la marge de manœuvre pour baisser les taux. Enfin là, la Fed voulait pas parce que le 9 juillet, maintenant ça va être le 1er août, donc la Fed va vouloir encore attendre pour avoir la preuve évidente que le choc sera bien transitoire, etc. Enfin, Et- ça reporte à chaque fois un peu le Too late. Et si- mouvement, quoi. Too Et late. si les Mr. Too late. investisseurs ont après l'impression que la Fed baisse les taux à cause de Trump, Ah ouais, c'est pas terrible non plus. ouais. Même si elle va le faire de façon. Moi, j'ai pour très des peur raisons qu'effectivement, pour des on données constate, économiques. et ce serait tant mieux qu'il n'y ait pas de choc inflationniste lié aux tarifs, mais effectivement, quelle victoire pour Trump face à Powell dans ce contexte-là, va- même si Powell a pour mandat de gérer des risques Ah ouais. de part et d'autre du mandat. Hein. Donc, Trump peut sacrément compliquer le job, même si c'est son allié du nouveau président de la Fed. comment on gère le dollar dans des portefeuilles, dans des mandats, et notamment sur la partie actions? Parce que se couvrir contre le risque de change sur l'obligataire, c'est assez naturel. Ouais. Sur les actions, en dollars, c'est moins évident. C'est plus Mike. compliqué. C'est vrai qu'on a eu tendance à baisser les parts d'actions américaines Ouais. pour ces raisons-là. Après, le change, il faut bien se rendre compte que c'est la chose la plus imprévisible au monde. C'est 99% d'échanges spéculatifs, 1% d'échanges physiques aujourd'hui sur le marché des changes. Donc, il suffit que les banquiers centraux décident quelque chose, ça peut partir dans un sens ou dans l'autre, que les grands patrons de JP Morgan, Bank of America et Goldman disent quelque chose dans le même sens et ça peut partir dans l'autre sens. Donc, Tout le monde nous disait le dollar va monter, c'est inflationniste. Voilà. Et vous verrez, l'euro s'ajustera à la baisse et les tarifs, on n'en parlera plus. Bon, Trump avait clairement dit que pendant son premier mandat, tout ce qu'il avait fait au niveau des tarifs avait été effacé parce qu'il y avait eu un dollar beaucoup trop fort. Donc on avait un peu d'anticipation comme quoi le dollar pouvait potentiellement baisser, ça s'est passé. De là à dire qu'il va aller beaucoup plus loin, je suis pas sûr. Le dollar, moi je suis assez favorable au fait qu'à la fin de la journée, personne n'a intérêt à casser le joujou de la croissance mondiale, de la consommation mondiale.
aucun des pays qui négocient actuellement n'a intérêt à arrêter de faire du commerce avec les États-Unis, à arrêter de faire du commerce avec le reste du monde. Tous ont intérêt à, oui, augmenter un peu de protectionnisme. C'est une réalité face aux enjeux que Trump inflige au monde entier. Donc c'est des notions qui sont aujourd'hui au cœur de toutes ces négociations. Mais à la fin de la journée, personne n'a intérêt à casser le joujou. Donc, on continuera à faire du commerce. On continuera à avoir des marchés d'échange qui ne seront pas disloqués et potentiellement, le dollar restera la monnaie de réserve internationale du monde. Donc, ça l'empêche pour nous, en tout cas, c'est notre scénario, de dévisser très, très loin. forces de rappel. Et c'est les forces de rappel qu'on a aujourd'hui dans le marché. L'autre question que je voulais vous poser, Aymeric, donc à l'issue du premier semestre, c'est une question sur les actions européennes et sur le segment des petites et moyennes capitalisations européennes. Est-ce que c'est là que ça bouge? Est-ce que c'est là que ça se passe? Est-ce que c'est là qu'il faut être? Ça va faire 3 ou 4 ans maintenant qu'on se pose cette question, avec 4 ans marqués par, je pense, une dizaine de faux départs. Il y a un moment où il va y avoir un vrai départ, ça c'est sûr. Il y a un potentiel assez important. On pourrait utiliser pas mal de superlatifs par rapport à ça, en termes de valorisation sur la classe d'actifs. Donc en avoir aujourd'hui, ça fait quand même du sens dans une allocation. Ça, c'est un vrai retour sur la classe d'actifs, notamment européenne, parce que c'est celle qui a le plus souffert, et un potentiel assez fort, parce que les valorisations sont tout en bas. Alors, on a un accès aux liquidités un tout petit peu plus facile aujourd'hui, avec des banques qui vont avoir un peu plus de souplesse. On sent une petite dérégulation arrive quand même dans le système bancaire, prôné par les institutions pour faciliter finalement le financement des petites et moyennes entreprises. Donc, potentiellement, c'est aussi des bonnes nouvelles pour le segment des small caps en Europe. Donc c'est vrai qu'on a plutôt tendance à espérer que cette fois, ça ne soit pas un faux départ, mais en tout cas, on va commencer à en remettre. Si on a loupé les 20 premiers... oui, parce que ça a déjà bougé. Ça a déjà bougé, hein, il y a 20% cette année de hausse. Mais vous dites, au regard du potentiel de rattrapage, c'est pas... c'est, je pense, si c'est un vrai départ, c'est pas trop tard. Une vraie, encore, il y a encore une marge de manœuvre, une marge d'appréciation telle que c'est pas grave aujourd'hui d'aller sur cette classe d'actifs. Bon, sur les marchés de crédit que vous suivez de près, Valentine, alors les spreads sont serrés. On aime toujours. Vous aimez toujours. C'est toujours toujours le moment d'être positionné sur le crédit. Je voyais un marché primaire aussi ultra dynamique. C'est formidable. En zone euro, tout le monde a accès au crédit. Là. Ce qui est très drôle, c'est après la Liberation Day, il y a eu quand même un arrêt sur le marché. Oui. Donc là, chacun était un peu dans l'attente. Les entreprises, bon, est-ce que si j'ai mis maintenant, ça va bien se passer? Les investisseurs, est-ce que je dois me positionner? Et après, gros rebond le mois d'après, où il y a un effet de rattrapage de dingue. En fait, ce qui est vraiment amusant, c'est que si on regarde l'environnement, c'est positif pour le crédit. Une croissance, certes, qui ralentit, mais des baisses de taux des banques centrales et des bilans des ménages qui sont bons, des bilans des entreprises qui sont bons. Hein. Ça, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Hein. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est la dette des États. Les bilans du secteur privé sont bons. Après, si on regarde les facteurs techniques, il y a toujours des flux. Hein. Ouais. Les investisseurs, ils veulent acheter du rendement. Ils se disent que peut-être que dans 1 an, 2 ans, ils seront peut-être au même niveau. Ouais. Donc, ils achètent toujours du rendement. Donc, même en portage, là, ça reste intéressant. Non, ça reste intéressant. Et les fondamentaux sont bons. Hein. Ouais. Comme j'ai dit, les entreprises, depuis le Covid, sont extrêmement prudentes dans la gestion de leur bilan. Elles ont des liquidités. Elles gèrent dans un environnement avec incertitude. Résultat des courses, on a des entreprises qui font attention. Et puis le fait d'avoir un marché primaire très très dynamique, ça fait qu'il n'y a pas de mur de dette à refinancer. On a reporté toutes ces grandes échéances. Que les échéances ont pu être refinancées facilement. Voilà. On se retrouve, c'est vrai qu'on n'est pas dans ce scénario de dette américaine avec 30% de dette à refinancer à très court terme. Il n'y a pas ce scénario, ce genre de profil d'échéance de dette que l'on observe pour les entreprises. Et donc on préfère la signature des entreprises à celle des États, dans une certaine mesure. Pour l'instant, oui. En tout cas, on reste vraiment positif sur le crédit. Quoi. Ouais. Bon, un mot de la stratégie d'investissement. Enfin, c'est quoi le message là chez vous, Candriam? Là, je suis d'accord avec ma voisine. Oui, on est positif évidemment sur le crédit. Nous le sommes stratégiquement depuis déjà. Ça reste un sweet spot, quoi. Oui, toutes les raisons, tous les arguments ont été évoqués. Autant moi, je mets quelques bémols sur l'environnement économique et autant pour le crédit, surtout le crédit européen, une banque centrale quand même qui a baissé les taux, qui nous semble peut encore baisser les taux, une croissance qui sera pas récessive et néanmoins une inflation qui baisse, les entreprises qui ont des bilans solides, les techniques qui sont positifs, un yield to maturity élevé. Il faut bien comprendre que c'est pas la même chose d'avoir des niveaux de spread aussi tight quand on a un niveau général de taux de 3
que quand les taux étaient à 1. Oui, c'est Les vrai. gens raisonnent en taux absolu. Oui. Hein. Et quand vous avez du livret A ou des taux qui sont à 0,5, à 1 ou à 1,5, mais que de l'autre côté, vous pouvez avoir du 4, bah, vous êtes content, vous avez Bien du sûr, 4. bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est notre point de vue. Nous, on est encore positif sur la tech américaine. Il y a des incertitudes. Il nous semble, par rapport au marché action, que c'est compliqué d'être super positif sur le marché européen. Je me rappelle, on avait discuté quand on disait « Ah, ça y est, c'est le grand soir, l'Europe est repartie, c'est super », tout le monde était très Ouais, c'est le positif. premier trimestre, quoi. Oui, nous, on était un peu plus prudents et on reste encore un peu plus D'accord. prudents. On aimerait bien croire à ce que vous dites. On le suit. Mais on c'est aimerait quoi C'est une question de gouvernance, c'est l'euro. Qu'est-ce qui a bien marché il faut regarder. Oui, qu'est-ce qui a bien la marché. défense et les bancaires. Voilà. Oui. Et après, dans Et les alors small caps, c'est le DAX. Oui. C'est les entreprises Et ça fait petites pas un marché. américaines allemandes. Voilà, c'est ça. Bon. Donc, il faut avoir la bonne sélection. Si vous avez une bonne gestion active, tant mieux. Pour le reste, je crois, il faut être très raisonnable, très prudent, très diversifié. Et voilà, nous, d'un point de vue régional, on est assez équilibré. Et la stratégie qu'on aime, c'est la tech américaine encore. Merci beaucoup. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Valentine Lenouz, Amundi Investment Institute, Aymeric Didet, Pergame et Nicolas Forest, Candriam.